Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Je répondais à l'instant présent à un mail et il me semble encore une fois qu'un petit contenu éducatif est nécessaire sur ce sujet pour qu'il ne soit pas mal compris. Et c'est un sujet essentiel et surtout je pense qu'il est très difficile d'y répondre correctement au sein d'un email. Raison pour laquelle on va prendre le temps nécessaire de faire un peu le point là-dessus. La question telle qu'elle était posée, alors enfin en tout cas moi telle que je la reçois, revient à dire Phil, tu as toujours dit que la vérité se trouvait dans les graphiques. Et pourtant, tu continues de marteler le message, et ton portefeuille le transcrit, que Ethereum, etc., Atom, c'est l'avenir, et pas les autres. Et pourtant, objectivement parlant, les graphiques te donnent tort. Donc je trouve la question intéressante, comme toujours. La critique, quand elle est bien formulée, elle est souvent très intéressante. Et elle part toujours de quelque chose de réel. Donc, moi, à ce stade-là, je dis donc à titre personnel, déjà, il est évident que je regarde ces mêmes graphiques. D'accord, que j'en arrive à certaines conclusions également, mais qui ne sont pas du tout celles que vous avez. Donc, je voudrais justement revenir sur la base de ces graphiques, et on va élargir le débat. D'accord, c'est-à-dire, il y aura deux parties normalement dans cette vidéo. La première purement graphique, d'accord, donc pourquoi ce que vous dites est faux, deux points de vue graphiques. Et deuxièmement, pourquoi ce débat me gêne, et il est en partie une des raisons pour laquelle je ne suis plus présent sur Twitter aujourd'hui, entre autres le fait que ce système est devenu payant, mais simplement que cet écosystème est d'une toxicité tellement dangereuse que je trouve aujourd'hui, d'un point de vue trading et gestion du risque, dangereux d'interférer avec les réseaux, étant donné le biais dramatique de lecture qui s'y trouve. Donc, voilà, deux parties, on va dire, donc une partie technique et une partie un petit peu plus discussion généraliste sur le tribalisme des cryptos. On avait déjà fait cette vidéo dans le passé, mais il me semble que c'est tout à fait nécessaire de refaire un point stratégique là-dessus. Tant il est dangereux de faire partie de tribus, tant il est essentiel de remettre en question certaines de vos thèses, et tant je vais me plier à ce jeu devant vous, puisque donc là c'est ma thèse à moi qui est remise en question. Bon, on va voir que sur le plan théorique, en tout cas sur le plan technique, c'est pas du tout le cas. Et que comme toujours, quand on zoome pour voir ce qu'on veut voir, eh bien c'est là que c'est dangereux. Quand évidemment on dézoome et qu'on voit la totalité de l'histoire, c'est tout de suite beaucoup moins brillant. Alors allons-y, je mets les deux pieds dans le plat tout de suite. Il s'agit de Solana versus Ethereum. Pourquoi en soi tu sous-pondères cet actif qui surperforme le marché? Pire, pourquoi tu swaps tes bénéfices Solana dans Ethereum qui sous-performe le marché? Bon, moi comme toujours, je vous rappelle que je ne fais pas de trading sur les cryptos étant donné la volatilité de ces dernières. Je le fais très ponctuellement sur certains actifs sélectionnés dont je connais les fondamentaux, et je ne le fais évidemment qu'avec des marges très limitées et généralement en réinvestissant des gains. Bon, si ce n'est pour la partie donc investissement, pour moi c'est clairement des horizons d'investissement de l'ordre de 3 à 5 ans. Ça avait été déjà annoncé à l'époque en 2020. Donc il reste encore un peu de temps. Pire, je vous ai refait des émissions cette année pour vous dire malheureusement ce bear market d'une part n'était pas prévu. Je pense toujours qu'il était pas nécessaire qu'il soit aussi violent et généraliste. Je pense qu'il devait simplement sanctionner la surspéculation de certains actifs et que les autres actifs plus quali en tendance haussière, les Bitcoin, Ethereum, principalement, donc ceux qui avaient des tendances de moyen terme et des structures particulièrement visibles, ne nécessitaient pas de se manger autant de baisses. Ils auraient pu rester à plat. C'est-à-dire, je pensais très clairement qu'on était franchement limité sur les bénéfices acheteurs. Et mes take profits n'étaient pas bien loin, sur Ethereum à l'époque aussi, Bitcoin aussi. Et tout simplement, on a surchauffé et on s'est mangé ce bear market express. Et surtout derrière, je vous dis, la pression psycho mise par la cabale anti-crypto, principalement l'idée par les Américains. Bon, voilà l'état de fait. Donc c'est de dire, sur cet horizon graphique de 3 à 5 ans, je pense qu'on a perdu un an et demi, à cause de ces liquidations en cascade, mais surtout, je pense, à cause de la cabale anti-crypto. Les liquidations, à mon avis, elles devaient arriver, comme toujours, quand il y a du mauvais capital ou du capital mal alloué, avec des marges, ou on va dire, là, en l'occurrence, du mauvais crédit, c'est normal que ces liquidations aient lieu. Donc, il fallait les voir, et Dieu sait que personne n'a fait son travail correctement en 2021, on a tous cédé à l'euphorie, et on n'a pas regardé, au milieu de ça, tous les acteurs malveillants,
ni les implications dramatiques qu'ils avaient et systémiques dans tout l'écosystème. Derrière, on a mangé les cascades de liquidation. Bon, la cabale crypto, fallait la voir venir quand même. Je m'attendais à ce qu'on ait effectivement quand même des pressions réglementaires, mais clairement pas avec autant de violence et d'insistance que ce fut le cas durant ce bear market rallongé à la sauce américaine. Voilà l'état de fait. Mais les durées ont toujours été les mêmes. Donc déjà, quand on parle de 3 à 5 ans, je ne veux pas voir quoi que ce soit d'autre qu'un graphique hebdomadaire. Donc c'est plus de dire, si vous voulez parler de mes thèses, parlez du time frame dont il s'agit. Donc ça, pour moi, c'est la première erreur. C'est de dire, si effectivement vous me présentez Solana, Ether comme ça, vous allez dire, mais il est teubé le type. Double bottom, explosion haussière, qu'est-ce qu'il fait le gars? Il a un pet au casque. Il me dit de regarder les graphiques, on est en train de tout casser. Ouais. Ok, donc déjà première chose, j'ai une alerte de volatilité, on arrive sur la borne de volatilité. Donc déjà là je dirais en daily, peut-être les gars va falloir se refroidir un petit peu, juste pour se dire qu'à mon avis, il n'y a plus vraiment beaucoup à grappiller sur Solana versus Ethereum. Ça ne veut pas dire que Solana va se casser la gueule, et c'est là qu'il faut faire attention à tout ce que je vois circuler. Par contre, en hebdomadaire, c'est là où c'est encore plus gênant pour ma part, il n'y a pas de tendance, d'accord? Donc ceux qui me disent Ethereum, machin, Solana va surperformer, mon cul, d'accord? Moi, tout ce que je vois ici, ça s'appelle un range, d'accord? À aucun moment, il n'y a eu installation d'une tendance, quelle qu'elle soit, d'accord? À aucun moment, la moyenne ne sort des contextes, il n'y a pas de tendance, point barre. Moi, j'ai des règles, et ces règles, je m'y tiens. Et ici, c'est impossible de stipuler de l'existence d'une tendance. Donc, par définition, ce truc-là s'appelle un borne neuneu, enfin, un range neuneu, d'accord? C'est-à-dire, j'arrête de réfléchir, je sais tout de suite que là, tous ceux qui vont m'intellectualiser le délire sont souvent très probablement complètement fumés. Et par rapport à ça, je dis simplement, toute personne qui a chargé du Solana en date du 7 novembre 2022, d'accord? D'autant mieux hein, si vous l'avez fait en date du 26 décembre 2022. D'accord? Pour moi, aucun souci. Effectivement, à ce moment-là, il valait peut-être mieux prendre des Solana. Ah tiens donc, je ne veux pas dire, hein, mais moi c'est là où j'ai repris pas mal de Solana aussi, c'est-à-dire j'avais pas prévu de le faire, mais c'était tellement survendu que ça fait partie des choses que j'ai piochées pendant l'affaire FTX. Le deuxième endroit où j'en ai pris, il se trouve que c'était pile poil là. Voilà, désolé, hein, d'accord. Et à partir de là, comme d'hab, moi j'applique une stratégie. C'est-à-dire que ma stratégie, c'est de dire dès qu'on est clairement dans cette zone d'achat, je ne vois pas l'intérêt, encore une fois, ici, de ne pas profiter de l'opportunité. Mais moi, je préfère avoir été clair dès le début. Si j'ai racheté du Solana sur le bottom, c'était pas parce que je pensais que Solana allait to the moon. C'est parce que je me doutais qu'il allait surperformer Ethereum et que j'allais swapper en Ethereum, ou ça, sur l'objectif graphique de cette pattern. Qui est donc, encore une fois, j'en suis navré, dans mon prési, je n'invente pas ça au bon loisir de mon envie de voir telle ou telle chose se produire. C'est pas du wishful thinking, c'est comme ça que ma stratégie me dit d'appliquer. Elle me dit, si je suis sous les contextes dans un range et que je suis sous les Fibo 76, je peux pas conclure autrement que ici, il faut être contrepartie de ceux qui continuent de voir au sud. Donc, effectivement, ici, je suis pour la surperformance de Solana par rapport à Ether. Si j'avais 1000 $ à mettre et que je souhaitais renforcer une position Ethereum, il me semblait à l'époque plus judicieux de mettre de l'argent dans Solana. Pas 100%, mais de mettre une partie de cette allocation dans Solana dans le but de récupérer plus d'Ether, évidemment associé à un risque. Comme toujours, on ne connaît pas le turfu. Mais ici, c'est de dire, l'objectif de cette pattern, comme toute pattern neuneu, c'est de revenir au milieu. Au milieu, on y est. Qu'est-ce qui se passe? Moi, c'est là que je sors. Voilà, je suis désolé, ça fait déjà 2 ou 3 semaines que je sors mes Solana et je les remets en partie dans Ethereum. Donc, est-ce que il raconte n'importe quoi, le type, c'est n'importe quoi, Solana c'est le turfu, regarde, nanana. Non, pour moi c'est borneux, stratégie d'arbitrage bête et méchante, les bénéfices sont délivrés, la vitesse avec laquelle ils sont délivrés ne me suit guère, je m'en tamponne, vraiment complet. Ce qui me dit simplement, c'est l'objectif est atteint. Donc, qu'est-ce que vous voulez maintenant? Vous voulez jouer plus loin? Ok. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que si Solana Ethereum va là, je vais le shorter, votre machin. Et pas gentiment. Je vais juste mettre en place une stratégie pour dire, ok, vous voulez ce truc, je vous le donne. Et je vous le rachèterai moins cher, ça me permettra d'acheter plus d'Ether avec ça. Je dis juste encore une fois que ça, c'est si Solana veut vraiment surperformer Ethereum. Ce qui m'invite surtout à me poser la question, dans cette stratégie-là, maintenant que l'objectif est atteint, si vous êtes un très pro Solana et que vous avez mis en place une stratégie d'investissement Solana, c'est tout à fait normal de chercher à viser le maximum de ce bénéfice-là.
Mais il ne faut pas mélanger, d'accord? Encore une fois, moi, ce que je dis ici, c'est qu'en termes d'allocation de portefeuille, il me semble que maintenant, surperformer Solana, c'est plus très malin. En tout cas, pas vis-à-vis d'Ethereum, puisqu'on atteint des zones d'objectifs où ces mêmes gens qui ont pris les risques là où il fallait les prendre sont probablement en train d'encaisser. Ok? Je dis simplement que ici, moi, je mettrai en place l'arbitrage inverse. C'est-à-dire là, je lutterai activement contre Solana. Tout simplement pour dire, je pense que Solana va sous-performer Ethereum et pendant une certaine durée. Ok? Pour objectif de faire exactement la même chose, hein, revenir à la médiane. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sera là, si tout le monde commence à dire « Ah, Ethereum, c'est le turfu », ben, je m'en fous. Moi, je serai en train de racheter des Solana avec les bénéfices réalisés sur le swap Ethereum. Ok? Voilà comment il s'en tient pour ma part. Dans un range, il n'y a pas de force relative, il n'y a pas de dominant et de dominé. Il s'agit quand même de dire, ok, qu'en termes de valorisation relative, on en a parlé quand même la dernière fois dans le Discord, c'était quand même très important de comprendre que, d'accord, dans un environnement de faible liquidité, il est beaucoup plus facile de bouger une market cap qui pèse 10 000 $, enfin qui pèse 10 milliards, une market cap qui en vaut 300 milliards. Donc on fait quand même encore une fois la mesure de la taille relative de ces deux projets, le fait que Solana a été absolument détruit pendant la phase FTX de façon complètement folle et furieuse. À tel point que moi, je n'avais pas prévu de renforcer sur mes Solana, mais quand on m'a proposé des prix pareils, c'était bon, bah désolé, là, si vous les vendez à ce prix-là, je veux bien les prendre. Voilà. C'était vraiment cette théorie-là, donc je voulais remettre les choses à leur place sur le plan technique. Donc pour moi, sur le plan technique, les stratégies de je reprends un peu de sol, ça n'a toujours été que dans l'objectif d'avoir plus d'Ether à la fin. D'accord? De juste dire, bon, au lieu d'acheter que les coins que je veux, les Ethers, les atomes, etc., je vais prendre d'autres trucs que je n'avais pas prévu de renforcer, mais de toute façon, je vais les swapper dans ce truc-là à la fin. Voilà l'objectif qui était central à la base. On est bien aujourd'hui Fibo 50, on a retrouvé les moyennes, les médianes. Donc pour moi, encore une fois, dans cette zone, rappelle-moi le moment où j'ai fait mes swaps sur Solana vers Ether, ça a été un ici, et les deux autres viennent d'être faits là dans les derniers jours qui viennent, un la semaine dernière, et moi ça a été fait là sur cette mèche. Cette semaine, je n'ai plus rien à faire, hein. Moi mes swaps ont déjà été refaits, donc de mémoire, il y en a eu les deux dernières semaines. Aujourd'hui, je suis revenu avec ce que j'avais en Solana avant de recharger sur le bottom, j'ai juste fait un joli gain par contre en matière d'Ethereum. Si j'avais mis à l'époque ces mêmes 1000 $ dans Ether, j'aurais produit vachement moins que ce que j'ai produit en mettant une partie dans Solana, dans le but de toute façon de les repasser Ether après. Voilà, ça c'était pour la stratégie, donc je voulais remettre les choses en place, encore une fois, stratégie mise en place, respectée, objectif atteint, terminé. À ce stade-là, je ne commence pas à faire de plan sur la comète de Solana va surperformer Ethereum. Moi je pense juste qu'elle a complètement été démontée, cette blockchain, et complètement de manière totalement irrationnelle. Bon, elle avait été achetée de façon irrationnelle, il ne faut pas oublier quand même que M. Bankman-Fried il nageait le cul à l'air avec des leviers absolument faramineux tout en faisant des fake TVL là-dessus. Donc bref, manipuler les datas de Solana, c'était quand même aussi un truc qu'il ne fallait pas oublier. Donc pour moi, on est monté vraiment dans la turfu totale. C'est là maintenant que la valeur va s'exprimer. Et c'est là où je voudrais passer dans la deuxième partie de cette vidéo, donc faire abstraction un peu technique de ce débat-là, parler un peu de ce tribalisme. Donc de dire... je veux bien que le momentum, je le sais quand même, hein, ça date pas d'aujourd'hui, que le momentum manipule très fortement les consciences des opérateurs qui sont en lien avec les marchés financiers, et je les appelle bien comme ça, opérateurs en lien avec les marchés financiers, parce que pour moi, ces gens-là n'ont rien de trader. D'accord ? Ce sont des gens qui généralement se font fanatiser, ils présentent tous les signes plus ou moins avancés de l'addiction au jeu. Et Dieu sait que dans ce cas-là, effectivement, le momentum ne fait qu'attiser ce truc-là. Donc, il ne faut pas mélanger ces deux choses-là. D'accord ? Le momentum, ça n'a rien à voir avec la valeur. Le momentum, ça a juste à voir avec un déplacement temporellement brutal. Mais en général, la valeur, comme je dis, elle s'installe surtout quand ces déplacements durent. Donc, un déplacement qui ne dure pas, ce n'est pas un déplacement de valeur. C'est juste un truc à la con. Donc, je ne pense pas que Solana soit mauvais. Je vous l'ai toujours dit dans mes modélisations, je pense que Solana a une place pour durer dans l'avenir. Là où ça me pose un peu plus problème quant à la réalisation physique de ce scénario, c'est la capacité de Solana à extraire des bénéfices de sa blockchain avec des transactions qui ne coûtent rien. C'est pas possible. Je vous rappelle le trilemme de la blockchain. D'accord ? On ne peut pas être scalable, secure et décentralisé. Donc, il s'agit de comprendre quel va être le trade-off de Solana. On sait que c'est forcément un peu des deux autres, mais particulièrement généralement un. Donc, il s'agit de vous projeter. Moi, quand je vois des gens qui me disent « c'est super, on va pouvoir évoluer sur le plan technique et technologique pour faire en sorte que les nodes Solana restent à la portée du tout un chacun, tout en processant des millions de transactions par seconde ». Bon,
Je dis pourquoi pas, ça nécessite évidemment là une prouesse technique de l'ordre de la rupture technologique. D'accord? C'est juste bête et méchant. Sinon, je me dis, si on veut maintenir effectivement ce software décentralisé, ce qui va probablement se produire, et mon pari pour ma part va plutôt ici, c'est que la sécurité de Solana sera à chier. Par sécurité, j'entends antériorité des transactions. C'est-à-dire, à mon avis, Solana, c'est une très bonne tête de lecture. C'est une mempool, en fait, pour la crypto. Le Proof of History jouerait d'ailleurs un très beau rôle là-dedans. Dans le sens où Proof of History, ce sera un peu la première couche. C'est là où on poste toutes les transactions blockchain, et après on les route vers des blockchains selon leur cas d'usage. Si on a besoin de sécurité, on va router ça vers Ethereum. Si on a besoin de ci, on va... Dans ce cas-là, c'est bien, parce qu'on a quand même un eurodatage des transactions dans la même pool. On sait à peu près qui est arrivé avant qui, ça peut servir de couche pour faire de la mitigation de MEV, par exemple, ou autre truc du genre. Je pense clairement que les cas d'usage d'une blockchain très rapide à la Solana... et dans ce cas-là, qui maintiendrait des besoins hardware certes très élevés, mais suffisamment sous contrôle pour pouvoir tenir une décentralisation suffisante, c'est-à-dire il va falloir faire des compromis sur l'historique. Et moi, c'est là où je pense que Solana va devoir montrer son vrai jour dans les prochains mois, et etc. Je ne crois pas une seule seconde à ce délire technologique de on va réussir à compresser les transactions avec un ratio suffisant pour continuer à faire des transactions qui coûtent que dalle. Tout en gardant un réseau qui n'est pas cher à opérer. Pour moi, c'est de la fumisterie, je ne vais pas vous mentir, d'accord? Alors, Dieu sait que des gens pensent que les révolutions sont faites pour ça, on part de choses impossibles puis on y arrive, je leur souhaite, honnêtement, mais je pense que c'est très peu probable et que c'est surtout du pipeau de commerciaux. Voilà. Ça, c'est mon avis perso. Peut-être que l'avenir me donnera tort, et je le souhaite sincèrement. Je préférerais que ce truc-là fonctionne, mais je n'y crois pas une seule seconde. En revanche, je pense qu'un défi technologique que peut faire Solana, c'est que justement, pour pouvoir maintenir une décentralisation suffisante pour qu'on parle de blockchain, parce que pour moi, encore une fois, la décentralisation sous un certain niveau, c'est pas possible, en fait. Si vous centralisez ce bordel dans 10-15 validateurs, ça s'appelle plus vraiment une blockchain, hein, d'accord? Ça s'appelle un réseau bancaire, plus ou moins, quoi. Donc on fait attention, c'est très compliqué. Okay, si on veut vraiment faire de la crypto, pour moi, il faut quand même un minimum de décentralisation pour qu'on puisse oser utiliser ce mot-là. Donc, pour ma part, pour maintenir ce niveau de décentralisation minimum requis, pour pouvoir être appelé une blockchain, et qu'on veut stuffer des millions de transactions là-dedans, je vois qu'une seule chose, ça veut dire supprimer l'historique, ou la partitionner. Donc je pense qu'encore une fois, Solana est une très bonne blockchain, mais absolument pas sécurisée. Elle ne peut pas stocker son historique de transactions. Donc, pour ma part, ce ne sera pas possible que Solana soit vraiment sécurisée. Mais ça ne veut pas dire que Solana, du coup, sert à rien. Ça veut juste dire qu'il faut que la sécurité de Solana soit opérée par des blockchains dont c'est la spécialité. Et donc, quand on parle de la relation qu'il y aura, à mon avis, entre Solana et Ethereum, non seulement je suis en train de construire une théorie très avancée là-dessus, parce qu'il y a encore une fois des précédents dans le marché financier qui existent de ce type de relations et qui sont très très intéressantes, mais je voulais en prendre le temps d'en parler aujourd'hui. Donc on arrête le tribalisme de débile, d'accord? Ma blockchain elle est bien, machin. Non, je pense que Solana est un vrai killer de scalabilité, oui, mais que ça se fera évidemment au détriment de la sécurité. Ça veut donc dire que si vous avez des transactions qui nécessitent de la sécurité, elles vont se passer ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'elles ne passeront pas par Solana. Je refais écho à ce que je vous ai dit avant, je suis même en train de construire un modèle selon lequel Solana pourrait tout à fait être la même pool de la crypto. C'est là que tout passe, toutes les transactions en tout genre. Et après, elles sont routées. Les transactions qui ont besoin d'être conservées en historique seront processées par des nodes Ethereum, stockées dans la data availability d'Ethereum. Évidemment, ça va coûter cher, le gaz layer 1 d'Ethereum. Éventuellement, vous avez une solution gaz layer 2, si vous voulez utiliser un petit peu de privacy, et dans ce cas-là, ne pas passer par cette même pool généraliste, qui encore une fois est open source, donc tout le monde voit la même pool, d'accord? C'est toujours pareil. Donc on fait gaffe. Maintenant, je pense que c'est très important. Pour faire de la MEV mitigation et des trucs comme ça, on peut savoir à peu près toutes les 400 millisecondes, ce qui est pour l'instant la finalité de Solana, c'est quand même vachement mieux qu'un bloc toutes les X secondes à la façon Ethereum. Autrement dit, on peut obtenir une forme avancée de mitigation MEV en passant par la blockchain Solana avant de traiter ces transactions dans une même pool Ethereum. Et ça, c'est quand même vachement important. Parce que ça donne une antériorité aux transactions. Ce fameux timestamping du Proof of History, je pense que c'est un vrai game changer qui pourrait évidemment construire de très très beaux partenariats avec la sécurité d'Ethereum. La rapidité de Solana, la sécurité d'Ethereum.
Et si on arrêtait ces délires de guerre tribale, de mon machin il monte plus vite que le tien? Non, je pense encore une fois que l'avenir est dans la coopération au niveau des blockchains. C'est hyper important que vous compreniez ça. Il serait temps qu'on arrête ces délires de guerre tribale. Il serait temps qu'on commence à comprendre que certains ont des avantages et des inconvénients. Ethereum étant effectivement très décentralisé et extrêmement sécurisé, son avantage c'est surtout la sécurité. Mais cette sécurité, elle se paye au coût d'une mauvaise mise à l'échelle. Les layers 2 sont là pour apporter cette mise à l'échelle, mais ils apportent leur propre compromis. Ils ne sont pas du tout décentralisés. Ce sera extrêmement compliqué, étant donné la complexité des calculs de l'Ethereum Layer 2 et des Zero Knowledge, d'arriver à obtenir une décentralisation forte des séquenceurs. C'est pas possible, c'est le trade-off des Layer 2. Mais l'avantage, c'est que ça offre des layers de privacy. Je pense en revanche que Solana sera très très mauvais en privacy, sera relativement moyen en décentralisation, mais très mauvais en sécurité. Donc si vous avez besoin d'une transaction à sécurité, et qu'il peut y avoir une MIV qui peut être extraite, vous pouvez dans ce cas-là passer par un timestamping. Dans ce cas-là, si le validateur Ethereum choisit de placer votre transaction après une autre alors qu'elle a été timestampée avant par Solana, c'est concrètement que vous faites du MIV. Ce sera visible on-chain et ça pourra même être puni par le réseau Ethereum, si on décide de créer un partenariat entre les deux. Et là, Ethereum bénéficie de la technologie Solana, et Solana bénéficie de la technologie Ethereum. Parce que toutes ces transactions à sécurité, au lieu d'être juste process par Ethereum, pourraient être pré-process par Solana. Ça fait des flux de capitaux pour Solana. Encore une fois, ces transactions à très forte valeur collatérale pourraient être prêtes à payer les fameux gas fees dont Solana, que je mentionne souvent et qui feront défaut à Solana. Ces transactions où des personnes qui jouent avec des millions ont tout intérêt à passer avant un autre, si elles timestampent leurs transactions, elles seront probablement capables de payer un surplus par rapport au block space pas cher qu'offrira Solana. Elles seront prêts à payer un fameux higher gas fee. Et ça, c'est des bénéfices pour faire tourner les front-end, pour faire tourner l'infrastructure très coûteuse de Solana. Ça, pour moi, c'est un business model intelligent. Ça, c'est ce que j'appelle un partenariat win-win. Alors si on peut éviter de se taper les hordes de débiles sur les réseaux qui jouent comme d'hab le pump my bags, si je peux détruire le bag des autres pour pumper, c'est encore mieux, il serait temps qu'ils ferment leur gueule. Hein? Ce serait pas mal, d'accord? Tout comme je vous ai dit à l'époque, si vous essayez de vous construire en détruisant un autre écosystème, vous ne vous construisez pas, vous ne servez à rien. D'accord? Donc je trouve ça dommage et je ne pense pas que l'intégralité de la communauté Solana soit dans ce biais-là, mais il serait peut-être temps qu'on commence à réfléchir à des cas d'usage de collaboration. Je vais écarter très légèrement, très rapidement ce débat, puisque on me le reproche souvent d'être maintenant un Cosmos maximaliste. Je voudrais juste vous rappeler encore une fois que Cosmos ne brillera pas en détruisant Ethereum, ni Solana, ni etc. D'accord? La vraie force d'Atom, c'est sa décentralisation. Enfin d'Atom, pardon, de l'écosystème Cosmos. C'est sa forme granulaire, immédiatement décentralisée, bien plus que ne le seront jamais les autres consensus. D'accord? Évidemment, ce n'est pas un consensus rapide. D'accord? C'est un consensus qui est dit distribué, et c'est ce qui fait sa force. Il n'y a pas un consensus, il y a des îlots de consensus à la variabilité presque infinie, puisque n'importe qui peut constituer un nouveau nœud dans ce réseau. Il suffit juste derrière de comprendre que pour s'interopérer, c'est une affaire derrière de collatéral de sécurité. L'intérêt de cette interopérabilité maillée, c'est de comprendre qu'elle apporte une chose que ne peuvent apporter ni Solana, ni Ethereum, c'est la finalité instantanée. Ce qui sert évidemment très 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 intéressant à tout ce qui va être debt settlement et autres trucs du genre. Je vous rappelle que la finalité terminale d'Ethereum, c'est plusieurs minutes, voire plusieurs heures, selon l'état du réseau. Ok? Donc c'est vraiment ça qu'il faut capter. À côté de ça, vous avez donc un Solana qui produit une finalité, mais sans sécurité, parce qu'on ne peut pas conserver durablement autant d'historique. D'accord? Mais Solana est une vraie belle tête de lecture pour timestamper. Et comme on l'a dit, ça peut servir à résoudre certains problèmes de MIV. Certainement pas tous, encore une fois. Le MIV sera toujours un problème. Mais ça peut en résoudre certains. Et là, il y a un vrai partenariat. Derrière, quand il s'agit de créer un système de dette, il y a bien donc valeur collatérale, settlement et, donc comme on l'a dit, surtout liquidation. Là, la finalité instantanée, ça battra toujours n'importe quoi d'autre. La finalité non instantanée d'Ethereum ne lui permettra pas d'être un settlement layer de dette. Parce que ici, c'est la rapidité et l'efficacité qui fait tout. La rapidité dans l'écosystème Solana, oui, mais ça ne stockera pas de valeur collatérale. Donc il n'y aura pas de dette dans Solana. Par contre, dans l'écosystème Cosmos, il va y en avoir beaucoup, à mon avis.
Et c'est là que tout l'écosystème Cosmos peut briller, surtout quand on parlera d'Atomic IBC. C'est-à-dire que certaines zones économiques avec des collatéraux joints, ICS, etc., pourront réaliser des transactions atomiques. Et ça, c'est typique des settlements de dette. Et ça, encore une fois, si vous ne comprenez pas que ni Ethereum ne peut le faire, ni Solana ne peut le faire, vous comprendrez que la finalité instantanée, c'est probablement quelque chose de gros pour le futur. Mais quand les gens commenceront enfin à comprendre que si certains écosystèmes sont capables de faire ce que d'autres ne peuvent pas faire, c'est qu'ils ont fait eux-mêmes d'autres sacrifices. D'accord ? C'est hyper important que vous compreniez ça. Ok ? Aucun écosystème n'est parfait. Ce n'est qu'un ensemble de trade-offs. Ok ? C'est hyper important. Peut-être qu'il serait temps qu'on commence à travailler en tant qu'écosystème crypto, plus que de tribus qui essayent de pumper leur bague. Il faut qu'on passe à travers ces délires sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on passe à travers ces teubés qui ne voient que le momentum et ne savent toujours pas lire la valeur. La valeur, c'est au moins sur du time frame hebdomadaire. Quand j'entends parler d'un shitcoin qui pump comme un gros débile à la TRB et qu'on me dit derrière que c'est la blockchain du futur alors que c'est manipulé par 10 gars, c'est quand même dramatique. Okay, les charts qui ont de la valeur, ils se voient en hebdomadaire et ils se voient sur les market cap. Voilà. Donc je le redirai jamais assez, ne mélangez pas tout s'il vous plaît. Le momentum de court terme, ça monte surtout très très vite à la tête. Et plus le momentum est violent, plus l'impact émotionnel est fort. Mais là encore une fois, c'est surtout le signe que vous avez des billets de gambler plus qu'autre chose. Donc dans ce cas-là, soit vous tradez ce momentum à court terme et vous restez dans votre domaine, mais vous n'intervenez pas, s'il vous plaît, sur les domaines d'investissement dans lesquels, franchement, vous n'avez aucune compétence légitime. Donc, arrêtez de raconter des conneries. Voilà. Et dernièrement, comme je vous dis, il serait temps, par contre, que sur les horizons d'investissement, quand on parle donc d'investisseurs, détention de l'actif, participation active au réseau, que ce soit de la délégation, de la validation, ou peu importe ce que vous pourriez faire dans les écosystèmes, si vous y êtes investi de toute façon à moyen terme, soit, je vous l'ai dit, investi activement en produisant des choses, soit juste en déléguant votre pouvoir de sécurité sur ces blockchains. C'est une forme de participation, très minimaliste, mais ça reste une forme de participation. Et bien là, encore une fois, ne vous laissez pas influencer par ces gros teubés de court terme qui font énormément de bruit malheureusement sur les réseaux. Essayez de passer au-dessus de cet aspect de pump my token, donc quand mon token pump, je suis le meilleur du monde, et quand le token des autres pump mais pas le mien, ils font chier ces connards, ils volent mon argent. Non, encore une fois, essayez de raisonner par association, essayez de raisonner win-win, essayez de comprendre que les bons actifs, ceux qui vont survivre demain, ce n'est pas ceux qui font la guerre aux autres, c'est ceux qui comprennent comment coopérer avec les autres, comment proposer quelque chose d'unique et comment se spécialiser dans cette chose-là, comment devenir incontestablement présent parce que les autres ne peuvent pas faire ce truc-là. Fuyez autant que possible ceux qui essaient de tout faire. Suivez ceux qui sont excellents dans leur domaine et qui sont capables de coopérer avec les autres. Je pense sincèrement que l'écosystème Solana, avec un grand E d'écosystème, est largement capable de relever ce défi. Par contre, les trolls de Solana, allez bien vous faire foutre. Vous êtes des gros débiles et vous le resterez. Voilà, sur ces belles paroles, écoutez, donc comme d'hab, je pense que la collaboration, c'est l'avenir. Évitons la tribalisation, surtout entre investisseurs, d'accord ? Il y a de la place pour pas mal d'écosystèmes, mais il n'y a pas de place pour tout le monde. Donc encore une fois, là, regardez vos graphiques hebdomadaires. Je le redirai jamais assez, c'est mon choix personnel et vous en faites ce que vous voulez. Je pense qu'il n'y a pas de valeur en dehors d'Ethereum, Atom, Bitcoin, Chainlink, Monero et Solana. Vous allez où vous voulez. Pour moi, les autres graphiques n'ont pas de tendance. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée. Et Solana a beaucoup approuvé, je vous l'ai dit encore une fois, en hebdomadaire, il n'y a pas de tendance sur Solana non plus. Donc attention à ce que ce ne soit pas un truc vide de sens. Mais je pense qu'ayant été le premier à pumper ici, c'est bien que Solana prouve en tout cas qu'il a peut-être été massivement survendu. Ok ? Donc je dirais surachat, survente, il va falloir s'installer ici. Si Solana s'installe ici, pour ma part, c'est le signe qu'il a quelque chose à faire dans cet écosystème à long terme. Voilà. Sur ces belles paroles, mes chers Solana Maxi, je vous adore, d'accord ? Mais s'il vous plaît, soyez malins, ok ? Soyez plus malins que le momentum de court terme. C'est vraiment dans votre intérêt et c'est dans l'intérêt de la crypto avec un grand C, c'est-à-dire tout le monde. Parce qu'on en fait tous partie. Et je vous souhaite de ne pas avoir un pump bag 100% Solana. Encore une fois, l'avenir de la crypto, il est multi-chain et ça, tout le monde l'a déjà bien compris. Allez, ciao, ciao!